Mon invité aujourd'hui, c'est Jérôme Frantz, le président de la Fédération des industries mécaniques, la FIM, un secteur, le premier en France, qui représente 630 000 emplois, mais qui souffre de la baisse de l'investissement et de la demande industrielle dans notre pays, tout comme en Allemagne d'ailleurs, son principal débouché à l'export. L'occasion de revenir avec lui sur les perspectives sectorielles, notamment dans l'automobile et l'aéronautique, mais aussi sur les dernières décisions du gouvernement en matière de compétitivité et de soutien à l'activité. Bonjour Jérôme Frantz. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors, quelle est la situation aujourd'hui dans les industries mécaniques, un secteur qu'on connaît finalement mal, souvent traité de manière générique, je le disais, c'est pourtant le premier secteur en France, 630 000 emplois. Quelle est donc la situation? Je regardais les chiffres, une baisse de près de 3% sur le premier trimestre en termes d'activité, un secteur qui souffre, hein. Non, alors déjà, si vous me permettez, Oui. pour rectifier les choses, que je ne voudrais surtout pas me fâcher avec mon ami Jean-René Buisson. Oui, que nous avons reçu sur ce même plateau il n'y a pas longtemps. Et qui prétend être le premier secteur industriel français. L'agroalimentaire. Voilà, l'agroalimentaire, ce qui est vrai en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Mais effectivement, comme vous l'avez souligné, le premier secteur en termes d'emploi, ce sont les industries mécaniques. Donc nous sommes bien d'accord. Vous êtes donc le premier secteur, mais je vous repose ma question. C'est vrai que vous êtes finalement assez peu mis en avant. D'ailleurs, vous aviez fait plusieurs campagnes aujourd'hui de promotion visant à mieux faire connaître le secteur dans toute sa diversité. Alors, est-ce aujourd'hui un secteur qui souffre dans le sillage des grands donneurs d'ordre, par exemple l'automobile? Oui, alors c'est très compliqué. Vous citez l'automobile. L'automobile, c'est moins de 10% du chiffre d'affaires des mécaniciens. Mais les mécaniciens, c'est vraiment tous les secteurs de l'industrie. On est, si je puis dire, partout. Si vous regardez autour de vous, vous avez à peu près la quasi-totalité des produits qui sont ici, qui sont passés à un moment ou à un autre entre les mains des mécaniciens. Parce que si ce n'est pas nous qui fabriquons les produits, les pièces, c'est nous qui allons fabriquer les machines qui fabriquent les produits, voire les machines qui fabriquent les machines qui fabriquent les produits. Donc, ce qui explique qu'on touche absolument tous les secteurs de l'industrie. Et que, pour répondre à votre question, c'est assez difficile parce qu'il y a une segmentation bien évidemment très importante. Donc oui, les transformateurs de matière, c'est souvent eux qui travaillent pour l'industrie automobile. Transformation des métaux, c'est à peu près 45% du chiffre d'affaires des mécaniciens. Donc, et notamment tout ce qui est embouttissage, par exemple. Découpage, visserie, boulonnerie, fixation, les ressortiers, décolletage, etc. Donc ça, effectivement, c'est un secteur qui a connu un fort recul ces dernières années. À nouveau sur le premier trimestre, mais cela dit, avec une chose... Il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène de crise, bien sûr, sur le secteur automobile, donc qui, depuis 2008, on a vu le nombre de véhicules d'abord vendus puis assemblés en France. Oui, fondre littéralement, oui, bien sûr. Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'on est arrivé, on a dû toucher le fond. On va y revenir et je vous interrogerai sur ce qui se passe aujourd'hui dans les accords de compétitivité et donc de flexibilité chez PSA et Renault. Maintenant, si vous voulez, sur les 3 premiers mois, et je vois par exemple moi dans mon entreprise, on a connu janvier, février, mars, qui ont été très mauvais. On était à peu près 10-12% en dessous de notre prévisionnel. Avril, en revanche, a été excellent et à fin avril, nous rattrapons notre prévisionnel. Et je crois que c'est à peu près partout pareil, simplement parce qu'à ce phénomène de crise vient s'ajouter un phénomène, alors là que je ne mesure pas, qui sont des phénomènes de stockage et de déstockage, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité extrême des donneurs d'ordre dans l'automobile particulièrement. Oui, c'est vrai qu'on a connu beaucoup de déstockage. Et puis ça restocke derrière. Et qu'aujourd'hui ça restocke et c'est ce qu'on est en train de constater. Voilà. Alors, donc, en même temps, est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet? Je regardais la dernière enquête de l'INSEE sur les intentions des industriels. Ils revoient à la baisse une nouvelle fois leur perspective d'investissement de près de 4% en valeur de leurs dépenses cette année, alors qu'il y a seulement 3-4 mois, au début de l'année, ils prévoyaient un investissement qui aurait été stable. Est-ce que ce n'est pas inquiétant quand même ça? Oui, est-ce que ce qui est inquiétant est ce que l'on dit ou ce que l'on fait, ou en tout cas ce qu'on est contraint de faire? On a eu une grande chance, si je puis dire, quand est arrivée la crise de 2008-2009, c'est que nous avions globalement, et alors particulièrement les gens qui travaillent pour l'automobile, mais nous avions énormément investi avant. Simplement parce que ça marchait très fort et qu'on nous annonçait des chiffres extraordinaires. Donc on avait tous investi. Je dis heureusement parce que la crise fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a du mal à investir. On a heureusement des machines qui ont tenu jusque-là puisqu'elles étaient relativement neuves. Une machine, ça a quand même une durée de vie certaine et il y a un moment où on est obligé d'en changer. Donc, ça veut dire qu'on s'approche de ce moment où il faudra quand même changer les
les machines. Il va falloir renouveler les parcs. Il y a un moment où il y a des machines, il y a trop de pannes de machines, donc vous êtes obligé de renouveler vos machines. Alors, c'est juste un chiffre, parce que il y a cet aspect-là, donc quand même de vieillissement du parc industriel et qui est très patent en France. 3 chiffres, pardon. Les Allemands, sur les 10 dernières années, ont acheté pour leur industrie globale 200 000 machines. Les Italiens en ont acheté 6 000, les Français en ont acheté 2 500. Voilà. 200 000, 2500. Oui, ça me fait penser, d'ailleurs, on a les mêmes chiffres dans la robotique, même si c'est un peu différent, et vous avez vu le plan de 100 millions là-dessus. C'est 19 000, par exemple. Chez nous, le CIMOP les Allemands, 19 000 en robotique, et nous, 3 000 seulement. Ce sont des mécaniciens, c'est le CIMOP, en l'espèce, les chiffres qu'on a dû vous donner. C'est un de nos syndicats, et nous avons bien sûr appuyé, robotisé. Alors, l'automobile, vous-même, vous dirigez toujours une entreprise qui s'appelle France Electrolyse. Vous faites du traitement de métaux et de surface par électrolyse. Vous travaillez beaucoup dans l'automobile, c'est près de 85% de votre chiffre d'affaires. Je me souviens qu'en 2008, vous aviez failli passer à la trappe, même si ça n'avait pas été le cas, une baisse d'activité de commandes de près de 60%. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait vivre ça, malgré tout, dans l'automobile, quand on voit les difficultés de Renault et de PSA, singulièrement en France? Vous veniez de me dire que, selon vous, on avait atteint un plancher et donc que ça va remonter. Pardon, je ne veux pas donner trop de chiffres, mais il y en a qui sont très significatifs. 2008, le taux de renouvellement de la durée d'un véhicule, c'est 4 ans. Tous les 4 ans, en moyenne, les Français renouvellent leur véhicule. Nous étions, il y a quelques mois, à 7,6 années. On est aujourd'hui descendu à 8. On est un certain nombre, et en tout cas des gens beaucoup plus experts que moi, qui sont persuadés que 8, c'est le plancher en dessous duquel on n'ira pas. Et donc les Français vont renouveler leurs véhicules, y compris acheter du Made in France alors. Oui, et puis c'est que là, on est en train de repartir 40 ou 50 ans en arrière. Donc comme disaient les enfants, c'est juste pas possible. Voilà. Il y a un moment où forcément, on va recommencer à acheter. Moi, je pense d'ailleurs que la crainte des constructeurs français, je vais dire comme d'habitude une énorme bêtise, mais qui je pense est partagée par un certain nombre, la vraie crainte des constructeurs français, c'est pas que ça baisse encore, ça ils ont compris que ça baisserait plus, c'est que ça repart trop vite. Parce que si ça repart trop vite et qu'ils ne savent pas... Ils ne pourront pas suivre. Ils ne pourront pas suivre, ils ne pourront pas servir le client, ils vont perdre des parts de marché. Alors, les accords de compétitivité, vous avez vu que vient d'être lancé le grand round de négociations chez PSA. Après Renault, les constructeurs comptent beaucoup dessus. Est-ce que vous pensez que là, c'est une vraie bouffée d'oxygène et qu'on peut avoir rapidement des répercussions sur l'ensemble de l'industrie, y compris donc votre secteur? Je pense que PSA avait besoin, mais comme Renault, en France, de se restructurer. Quand on regarde les chiffres de ces entreprises, et particulièrement de PSA, par rapport aux entreprises de la sous-traitance automobile, qu'est-ce qu'on constate? C'est que nous, depuis 2008, nous avons fait des efforts considérables d'organisation, de compétitivité, et aussi, malheureusement, on a été obligé de restreindre le nombre de nos collaborateurs pour s'adapter au niveau de l'activité. Ça n'avait pas été forcément fait chez les grands constructeurs français. Et sans doute, probablement, sous la pression des pouvoirs publics, et qu'ils soient de gauche comme de droite. Pourtant, les plans sociaux s'étaient succédés quand même depuis de nombreuses années, chez Renault comme chez PSA. Alors. Malheureusement, et probablement pas suffisamment. Mais pour moi, le problème, il n'est pas là. Et la réponse, à mon sens, elle n'est pas là. C'est très bien si PSA peut passer des accords. Et moi, je suis pour les accords de compétitivité à partir du moment où ça se fait dans le respect de nos collaborateurs. Et que ce soit pas, et qu'on essaye de faire en sorte que ce soit pas systématiquement, que la seule variable d'ajustement soit uniquement le potentiel humain, qui est quand même le plus important. Mais c'est pas une réponse un peu tarte à la crème quand on sait la problématique, et je revoyais encore les chiffres de différentiel de coût du travail en France, et singulièrement dans l'industrie, et singulièrement dans l'automobile, comment ça s'est dégradé au profit de l'Allemagne, et qu'on sait que c'est sur des questions de flexibilité et donc de ressources humaines qu'on peut améliorer les choses. Et les accords de compétitivité, à 90%, c'est ça. Oui, mais il y a deux choses. Il y a la réponse industrielle. La réponse industrielle, c'est comment je restructure mon entreprise avec mes collaborateurs pour faire en sorte que demain je redevienne compétitif, que je puisse vendre à des clients qui vont m'acheter mes produits et que je puisse vendre en gagnant de l'argent. Ça, c'est une réponse industrielle. Et effectivement, vous avez raison, il y a un grand besoin en France qu'on essaye de libérer un peu tout ça, parce qu'on a quand même globalement des contraintes extrêmes et dans tous les domaines. Moi, il y a autre chose qui m'intéresse.
c'est que quand on disait seule variable d'ajustement, les collaborateurs d'une entreprise, surtout ce qui est totalement dramatique dans ce pays, et ça depuis, je ne sais pas, 40 ou 50 ans, c'est que le système, c'est que Pôle emploi, aujourd'hui, est uniquement un système d'indemnisation du chômage. Et je pense que là, il faut vraiment qu'on change de paradigme. Et le nouveau paradigme, il faut que ce soit comment, à partir du moment où on a une difficulté dans une entreprise, la collectivité se mobilise pour conserver les compétences de monsieur ou madame qui est dans cette entreprise et qui doit partir. On l'a un peu vu en Allemagne d'ailleurs. Mais alors, est-ce qu'avec les accords de maintien dans l'emploi, et on ne sait pas encore si Peugeot, ça va être le modèle que va retenir Peugeot, parce que ce n'était pas le modèle qu'avait retenu Renault, parce qu'il n'y avait pas de garantie sur l'emploi dans l'accord de Renault. Mais on pense que Peugeot va peut-être suivre ce modèle-là, et c'est quelque part le bébé, évidemment, de l'accord sur l'emploi signé avec les partenaires. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui permet de la flexibilité, et est-ce que ça peut vous servir, vous, dans vos métiers de la mécanique, de forts ajustements en échange d'une garantie sur l'emploi sur le long terme? C'est bien, mais une fois encore, est-ce que c'est la solution? Est-ce qu'il faut absolument qu'on essaye de stratifier l'emploi dans ce pays, dans les entreprises dans lesquelles il y a de l'emploi, et qu'on passe des accords de compétitivité en promettant de ne pas licencier, quitte à couler la boîte parce que 6 mois après, on divise à nouveau par 2 le chiffre d'affaires? Ou est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse pour se dire comment est-ce qu'on organise la flexibilité des collaborateurs et comment est-ce que la collectivité, la société s'organise pour faire en sorte que l'on ne perde pas les compétences de nos collaborateurs et qu'on soit capable de les faire passer d'un endroit à l'autre, comme les compétences de nos entreprises. À l'heure actuelle, parce que vous évoquiez tout à fait au début, et je n'ai d'ailleurs pas répondu à votre question, j'y répondrai peut-être tout à l'heure, sur les chiffres de la mécanique et l'évolution de la mécanique. Ces dernières années, l'industrie française, ça a été entre moins 5 et l'année dernière, moins 2,2% de croissance. Les mécaniciens l'année dernière, c'était plus 2,8. Et l'année précédente, plus 8,4. Ça veut donc dire que vous avez des secteurs, effectivement, vous avez cité l'automobile, qui ne marchent pas très bien, et des secteurs qui marchent très bien, comme l'aéronautique, comme l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? Allez demander aujourd'hui aux gens, aux chaudronniers, comment ils se débrouillent pour arriver à répondre aux demandes de leur marché, notamment sur le nucléaire. Ils n'y arrivent pas. Ils ne trouvent plus de collaborateurs. Et vous avez, à côté de ça, des gens qui ont des compétences, et notamment en mécanique, extraordinaires, et qu'on est incapable de faire passer d'un secteur à l'autre. Et vous avez aussi, alors il y a les individus, mais vous avez aussi des entreprises. Vous avez des entreprises qui sont aujourd'hui dans des secteurs qui ne marchent pas bien et qu'on est incapable d'accompagner pour aller vers les secteurs qui marchent bien, où on manque de monde. Exemple, dans la sous-traitance pour l'aéronautique. Alors, l'accord sur l'emploi, visiblement, ça ne vous inspire pas tant que ça. Moi, ça m'étonne un peu parce que je me disais que dans vos activités, où il y a de forts effets cycliques, eh bien, quelque part, ça pouvait vous permettre de vous ajuster. Oui, non, mais attends, une fois encore, oui, bien sûr, c'est bien parce qu'on n'a rien d'autre. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on arrête de mettre en place ce genre de trucs qui, bon, une fois encore, peuvent aménager, améliorer, etc. Ce qui m'importe, moi, c'est de se dire, il faut vraiment, on reste avec les accords compétitivité dans le même paradigme, qui est, je veux garder les gens chez moi, je promets de les garder chez moi parce que je suis incapable de leur assurer un emploi s'ils quittent mon entreprise. Donc, mettons en place tout ce qu'il faut pour assurer la formation de ces gens, leur transfert vers d'autres secteurs de l'industrie ou même des secteurs des services, pour faire en sorte qu'une fois encore, on leur redonne une vraie sécurité dans l'emploi. Et ce n'est pas en se refermant sur soi qu'on y arrivera. Ouais. Alors, Jérôme Frantz, le crédit impôt compétitivité emploi, est-ce que chez vous, vous commencez à en voir les effets? C'est ce que met le gouvernement en avant. Vous avez vu que les banques commencent à préfinancer. Il y a même Oseo, qui évidemment, lui aussi, préfinance sur le montant du crédit. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous sert? Les fameux 20 milliards au niveau national, bien évidemment. Est-ce que ça a des répercussions dans vos activités ou pas? Alors, au niveau des mécaniciens, j'allais dire globalement assez peu. Pourquoi? Parce que la plupart des mécaniciens ont des métiers qui sont très qualifiés. Donc, le 6 pour eux n'a pas une influence forcément extraordinaire. Néanmoins, l'idée est bonne. Moi, dans une entreprise comme la mienne, où j'ai en revanche beaucoup de gens qui sont autour du SMIC et qui en tout cas sont pour les salaires souvent en dessous des 2,5 fois le SMIC, je fais partie des entreprises pour lesquelles c'est un avantage certain et réel. Donc de ce point de vue-là, on est ravis.
Maintenant, j'avais un de mes camarades chefs d'entreprise ce matin, alors d'un secteur tout à fait différent, qui sont les gens des cols et des peintures, qui me disaient oui, c'est très bien, mais d'un côté, on nous donne 20 milliards, de l'autre côté, on nous en a piqué 30. Oui, c'est vrai qu'on peut résumer aussi les choses comme ça. Ouais, mais ça, c'est un peu le discours de Pierre Gattaz, par exemple, hein, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques minutes, que je soutiens, soutenez, voilà, c'est ça, voilà, que vous soutenez, n'hésitez pas. Qui lui estime qu'il faut aller beaucoup plus loin et qui pense qu'il faudrait 50 milliards aujourd'hui en termes de compétitivité, et avec un basculement, hein, par exemple, au moins des cotisations familiales sur le travail, vers la taxation de la consommation. Lui, carrément, il estime qu'on peut augmenter la TVA de 3%. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, on peut continuer. Dans les gens que j'aime beaucoup et pour qui j'ai beaucoup à la fois d'affection et d'admiration, on peut aussi citer Frédéric Saint-Jour, qui disait, donc le président de l'UIMM, qui disait que pour lui, c'est 80 milliards de transferts de charges qu'on peut faire. Donc, vous pensez que la vraie solution, elle est là, finalement, plus que sur ce qu'on voit à travers le crédit impôt, et que là, ça permettrait à l'industrie à nouveau d'investir, à nouveau de créer des emplois. C'est avec ce mouvement massif des cotisations. Le 6, c'est bien, parce que ça remet les choses dans le bon sens. Donc, je veux dire, c'est une première marche. Il faut quand même se rappeler que ça fait quelques années qu'on demande ce choc de compétitivité. Rappelez-vous l'histoire de la TVA sociale. Nicolas Sarkozy s'engage. Entre les deux tours, son ministre Jean-Louis Borloo lâche TVA sociale. Il perd des voix ils se prennent 5 points de moins aux législatives. Et du coup, on enterre le truc. 30 députés. On a perdu 5 ans. On a perdu 5 ans parce que derrière, ils mettent en place, au moment où ils s'en vont, un truc sur 13 milliards dont on sait qu'ils ne le mettront pas en œuvre puisque les élections vont être perdues. Et la nouvelle équipe arrive et elle met quand même 20 milliards sur la table. Donc, je veux dire, on remet les choses dans le bon sens. Maintenant, clairement, ça n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. Et puis en plus, si vous voulez, alors je ne vais pas vous refaire l'histoire des allocations familiales, par exemple, mais aujourd'hui, c'est effectivement globalement, je ne sais plus si c'est effectivement 50 ou 80 milliards. Enfin, c'est plus que 20 milliards. C'est 25 à peu près. Sur les allocations familiales. Oui, sur les allocations familiales, simplement, c'est 25. Ce qui est déjà effectivement beaucoup, hein, on est d'accord. Ce qui est déjà pas mal. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui, bien sûr, en dehors de je l'histoire, comprends votre raisonnement. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que l'on fasse sinon poser... la solidarité par le monde des entreprises. Mais effectivement, est-ce qu'on n'est pas dans une logique qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être en la matière? Donc vous croyez qu'on peut avoir la politique qui serait cohérente, effectivement, de faire basculer ces cotisations donc. Ça me paraît logique. Et puis une fois encore, ou bien on décide de mettre tout en place pour allouer de la ressource à la création de richesses. Moi, je crois que c'est ça. Enfin, il faut qu'on passe des messages simples. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement est convaincu, a fait sa cutie à travers les différentes sorties, finalement, de François Hollande? On a l'impression qu'il est en train de rectifier sa position initiale. Tout ça, aujourd'hui, va dans le bon sens. J'ai l'impression que les uns et les autres, mais d'ailleurs à gauche comme à droite, qu'ils ont compris qu'à force de pomper sur la bête, de prendre de la richesse, mais de ne pas donner les moyens à cette bête de créer de la richesse, on va vite arriver aux limites du système. Alors comment faire, Jérôme France, je regardais des chiffres là sortis par Patrick Artus il n'y a pas longtemps dans une de ses chroniques. L'investissement technologique des entreprises en France est passé en 10 ans de 2,2% du PIB à 1,8%. Et lui, il estime qu'en fait, rien ne marche, que ce soit le CIR, le crédit impôt recherche, les investissements ciblés du commissariat général à l'investissement, du fonds stratégique d'investissement, les cofinancements sur la dette d'Oseo, et que c'est toute la politique de l'innovation qu'il faut revoir et la tourner vraiment exclusivement sur les entreprises qui marchent et les secteurs d'avenir, et non pas essayer de sauver les canards boiteux, et il y en a dans vos secteurs. Oui, moi je veux bien que ce soit tous les jours le grand soir et la révolution. Il ne faut pas exagérer, il y a quand même des choses qui marchent. Le crédit impôt recherche, vous avez des tas de PME, PMI, qui en profitent, qui en bénéficient et qui sont ravis parce que ça leur a permis vraiment de développer l'innovation. À côté de ça, alors, dans les trucs qui ne marchent pas, il y a quelque chose, enfin plutôt qui marche mais qu'on est en train de détruire petit à petit, ce sont nos centres techniques industriels. La loi du 23 décembre 2011, qui avait donc passé l'ancienne majorité, qui plafonne la taxe affectée pour nos centres techniques industriels, fait qu'aujourd'hui, par exemple, le CETIM, qui est le principal centre technique d'industrie mécanique, perd 2 millions d'euros par an qui sont reversés dans les caisses les et plus tout ça, ce sont des l'État. expertises aussi qui, quelque part, tout comme les exilés fiscaux, fuient en quelque sorte l'Hexagone. C'est qu'on a
on a là un magnifique outil d'allocation de ressources à la création de richesses, puisqu'il s'agit en fait de mettre de l'argent dans des centres techniques qui vont diffuser l'innovation auprès des PMI. Et ça, souvent avec l'aide des grands groupes industriels. Donc je veux dire, c'est un truc absolument génial. Alors un dernier mot pour conclure, les délais de paiement, la médiation interentreprise. Vous avez vu que Pierre Pelouzet a remis son rapport ces derniers jours à Arnaud Montebourg, son ministre du tutelle. Alors est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il y a toujours de vrais problèmes sur les délais de paiement, que ça étrangle la trésorerie des entreprises et que c'est peut-être particulièrement le cas dans vos secteurs? Vous êtes souvent dépendants des grands donneurs d'ordre. Il y a un jeu qui consiste pour un certain nombre de grands donneurs d'ordre, pas tous, à améliorer leur compte en fin d'année, donc à payer leurs fournisseurs un petit peu plus tard. Ce qui fait que ça se répercute sur toute la chaîne et que les sous-traitants eux-mêmes, du coup, payent leurs fournisseurs plus tard. Cri d'alarme ou pas? Cri d'alarme, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on a une accélération ces derniers temps, effectivement, on va dire des mauvais paiements et d'un retour à des mauvaises habitudes. Ça s'était bien amélioré avec la mise en place de la LME. On avait constaté de nouveau, ça s'est dégradé. On avait une dégradation l'année dernière qui n'était pas énorme. De 2012 sur 2011, c'était à peu près 7 jours, ce qui est quand même pas mal. Mais ça n'était, si je puis dire, que 7 jours. On constate aujourd'hui beaucoup plus que ça. Finalement, je trouve que vous êtes assez optimiste. On va conclure là-dessus. On aurait pu penser que le secteur... alors c'est vrai que vous êtes toujours en pleine recomposition. Il faut toujours être sur des niches avec de plus en plus de valeur ajoutée, mais que finalement, vous vous en sortez pas si mal et que vous arrivez à passer à travers les gouttes de la crise. Je crois que les industries mécaniques, globalement, sont d'abord un secteur extrêmement inventif. Je dis toujours qu'on a les meilleurs ouvriers du monde. Je crois que c'est vrai et que ça continue. Et puis, je crois que les industries mécaniques, c'est le monde de demain. Enfin, on est en train de fabriquer et de concevoir le monde de demain. Le monde de demain avec les industries mécaniques. D'ailleurs, c'était un peu le thème de votre campagne, je le disais, de projeter les industries mécaniques en France, donc dans les problématiques et les défis de demain. Merci d'avoir été en notre compagnie sur Xerfi Canal, Jérôme Frantz. Merci. Bonsoir.